Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 20e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Hey, on fête nos 20 ans. Nos 20 ans? Wow, malade. Wow. Ça passe vite. Ça passe vite quand on s'amuse. On n'a pas vieilli tant que ça. On paraît toujours aussi bien. Oui, c'est les noces de 20 Aussi ans. C'est mal. les noces de quoi? Les noces de houblon? Papier d'aluminium. Ah, peut-être, OK. On m'appelle Charlie Gonzo Faneuf, puissance Ryan Reeves sur la Hockey Tablette, comme toujours. Je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Pas mal il fait frais de site. Oui. Toi, on le sait, hein? Smell thermal dans les culottes, quelque chose? Quelque chose, oui, Ça va te effectivement, prendre ça. pas le choix. Et du côté de Charles? Ben, c'est surtout toi, comment tu vas? Je suis intéressé de le savoir. Ben, moi, j'ai mal dans le Mario Lemieux. Dos paralysé à cause d'un vilain contact au hockey. Puis, j'étais pas beau à voir ce matin, mais là, avec le houblon et d'autres trucs Des petites pilules, je t'ai amené. qu'Olivier m'a amené, ça va mieux. C'est ça qui arrive quand t'es un joueur de quatrième trio. Hein, Ouais. Tu te fais faire mal plus C'est souvent. ça. Tu sais que tu étais obligé d'abandonner le projet à mettre des bas le matin, là, tu sais que c'est sérieux. Puis je voulais demander à ma coloc de m'aider, mais j'avais pas plus réussi à mettre des pantalons. Ah, ben voilà. C'était un peu... Et ton avocat t'a conseillé de pas le. Exactement. Non, mais c'est cool comme expérience d'avoir mal au dos comme ça, là, comme être semi-paralysé, parce que si j'avais une diarrhée en même temps, je saurais exactement ce qui va m'attendre quand j'aurai 86 ans. C'est de toute beauté. C'est HSLD, here I come. Donc, c'est ça. Vous avez entendu Olivier Daigneault, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un gringo lâché lousse dans un resort tout inclus. Ricky Martin qui vient de voir arriver un beau jeune homme dans l'assistance. C'était comment, au juste, le Mexique? C'était très chaud, Charlie. Est-ce que tu as ramené mon costume de mariachi? Non, il en restait plus à la pharmacie. Ah, c'est plate. Puis t'as-tu amené mon costume de El Santo, là, je t'avais demandé? Il en restait juste des extra larges puis des extra small. Ah, ça, c'est pas bon. Il n'y avait pas de ta grandeur. T'as-tu ramené du sucre mexicain, au moins? Ça, oui, puis avec une belle grosse bouteille de vanille, comme tu m'avais demandé. Oh, puis là, on attend quoi de bord? Ben, on attend que ça sorte. Oh, ouais, c'est vrai. OK. Ben, t'as-tu mangé chez Marconi avant le show? Ben, comme d'habitude, tu vois pas qu'il y a une tache de sauce tomate. tu Ben, manges on un est sur bon la gilet. bonne voie, ça s'en vient. Et voilà. Donc, on est de retour avec les commanditaires pseudo-officiels. Ben, de retour, comme toujours, les pseudo-officiels, non-officiels, on va le dire encore une fois, Exactement. c'est non-officiel. Je paye pour tout ça, moi. Exactement. Découvrir et déguster quand même est bonne à bien les Ouais, boissons ça se du monde. déguste, même quand on le paye, là, le goût est Elle là. est bonne pareil. Et on a Charles Bussière de la Hamel premier, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Oh yeah! As-tu amené mon bruit de, parce qu'on le sait, j'essaie toujours de te surprendre en tant que bruiteur, mon bruit de Carl Osner qui fait du stop and go à Laval? Ah! Oui, c'est langoureux quand même, hein? Mais peut-être. Puis qui fait... Ouais, qui fait Ben, vas-y. Ben, qui travaille fort d'un coin, peut-être? Ah, ça, ouais. Ah, là, c'est mieux. Ouais, il en travaille une oui, chose. oui, on le reconnaît. Et nous avons également le jeune prodige Félix Desjardins en ligne. Toujours là? Toujours là, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de le demander. Que fais-tu de bon ces temps-ci? Hein? Ta carrière se porte à ravir, selon ce que j'ai pu voir sur Facebook et Instagram. Vas-y. Ouais, ben, beaucoup de projets en ce moment. Oui. Je pourrais dire que deux projets principaux. Il y a un magazine qui paraît jeudi qui s'appelle L'Apostrophe. La deuxième édition de l'année. J'ai écrit un long reportage sur le cheerleading et les Olympiques, qui est un exercice assez intéressant. Et sinon, j'écris toujours pour le magazine Le Culte en ligne. Oui. Donc ça, c'est culturel, en fait. Je fais des critiques de pièces de théâtre, d'albums de musique. Donc, allez regarder ça. Il y a à peu près 3 articles par mois qui vont paraître là-dessus de ma plume. Excellent. Moi, j'ai entendu dire que Salut Bonjour était sur le point de t'inviter, sauf que je me suis dit, pas sûr qu'il va se lever à cette heure-là. Mais ça reste à voir. Donc, avant de commencer, on va jouer au tous au fameux jeu des questions insipides, mais ô combien important. Vous êtes prêts, les boys? Ok, oui. Donc, première question. Si Marc Bergevin prenait de l'acide en buvard et qu'il pouvait utiliser un personnage de film culte de hockey, lequel serait le plus approprié à son bad trip? À la situation du CH. Et il y a des choix de réponse. Il y a Gordon Bombay dans son prime. Je pense que c'était Atom 2A, mais en tout cas, il pourrait quand même instaurer le Quack Game dans le cri d'équipe. Il y a le primate chimpanzé dans Most Valuable Primate. Le meilleur. Le meilleur, qui a Ben quand oui, même oui. montré à Benoît Brunet comment jouer au hockey. Mais voilà. Hein? Donc, il y a les frères Henson. Ça coûterait cher les avoir, les droits là-dessus probablement, mais tu rentres dans ton cash parce que la vente de bière va exploser Et voilà. au Centre Bell. Et il y a Dwayne The Rock Johnson en fait des dents dans le film The Tooth Fairy.
J'ai pas vraiment de référent là-dessus, mais moi, je verrais Ryan Reeves dans le costume de Fée des Dents. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Ou Rob Lowe, dans Youngblood. Écoute, Rob Lowe, c'est une belle gueule que tu peux utiliser pour les affiches promotionnelles. Puis, bienvenue aux dames. Donc, toi, du côté d'Olivier, tu irais avec quoi? Tu me voles mon punch un peu. Je voulais y aller avec Rob Lowe. Oui, c'est un choix. Youngblood, on l'a tous vu. Là. Oui. Il se promène assez tout nu là-dedans. Oui, avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Il y a de tout l'homme, de ce que je me rappelle de ce film. Oui, c'est une belle gueule. Ça serait bien là, pour vendre Pas vos juste une étiquettes. belle gueule, un beau tout le kit. Ah oui, il y a tout le kit, c'est vrai. Et toi, du côté de Charles? Ben moi, je vais prendre un Reggie Dunlop. Oui. Parce que, tu sais, un joueur-entraîneur qui dirait à Claude Julien que ça serait le temps d'aller péter des gueules. Là, ça frage. Exactement. Et du côté de Félix? Moi, j'irais avec un autre joueur des Mighty Ducks. J'irais avec Goldberg, Oh, yes. qui a été arrêté récemment, à c'est 39 ans, Ouais, pour ça- intoxication publique. Je pense que Oui. ça fit très bien dans l'air Smith-Pelly, de la Rose, Galchenyuk, de la cocaïne. Dans Oui, Costicine et compagnie, oui, ça serait une belle histoire. T'as oublié Sherbach? oui, Oui, c'est en le meilleur. effet. OK. Prochaine question et la dernière. Avec la venue de Dale Weiss, quelle ancienne gloire du tricolore aimeriez-vous voir revenir jouer pour la Sainte-Flanelle? Les choix de réponse sont Guy Lafleur, parce que les murs du vestiaire du Centre Bell sont pas assez jaunes, puis il pourrait venir chercher des cheveux auprès de Youpi. Hein? Oui, quand même. Il y a Ross Cottenhall, dit le chevreuil, parce qu'il était beau quand même, ce gars-là. Quand même. Oh. Moi, il était Une visuel. belle petite coupe de cheveux de Longueuil. Là, J'aimais ça. Ouais. Et Yvon Lambert, parce que ça manque de bière dans cette chambre-là. Définitivement. Du côté de Lee. Moi, mon idole de tous les temps, Oui. Mike McPhee. Mike McPhee, la avec la moustache, moustache, porn star. La moustache de pornstar, le casseron. Moi, regarde, j'en veux plus. Oui, ça faut que ça revienne. Du côté de Charles? Moi, je vais prendre Alex Kovalev pour faire compétition à Drouin avec les cheveux dans le vent. Ouh, puis pas mal des feintes assez Les impressionnantes feintes aussi, également. oui. Les feintes quand même. Et du côté de Félix? Moi, je m'ennuie particulièrement de Chris Campoli. Chris Campoli. Ah oui, en quel honneur? Très bon choix. Avec une carte Pro 7 pas listée ou Upper Deck, je pense pas qu'il est listé. Là, Pas mais, listé, non. mais bon choix. Moi, j'ai arrêté avec Saku Koivu, mais bon travaillant, là, hein, ça fait un job C'est également. Ben, écoutez, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fosse on s'est ramassés les trois en même temps au CLSC. Oui, quelle expérience. Il y a des prescriptions plus gênantes que d'autres à aller chercher à la pharmacie. Hein, comme bonjour, monsieur le pharmacien, c'est pour le renouvellement de ma prescription. Ah oui, c'est laquelle? Ben, c'est celle qui est renouvelable. Check. Fait que avant, évidemment, ce podcast est offert en format Néo-Cheap et la devise qui est de mise avec le Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrais pour $1. C'était pas loin, C'était à Félix. côté d'une coche, là. Presque gagné ta bière par Hubert. On va l'avoir un jour, je le sens. Donc, Félix, il y a eu beaucoup de mouvements chez le CH. Oui. Donc, parle-nous un peu de cette journée fantastique pour le CH, pour Marc Bergevin aujourd'hui. Honnêtement, je remonte à quelques jours. En fait, je pense que c'est samedi. Le Canadien a fait donc la transaction que tout le monde attendait un petit peu. Moi, en tout cas, je l'avais prédit le 16 janvier, pour être exact, par Twitter. Et oui. Que le Canadien allait échanger David Schlemko pour Dale Weiss. C'est une transaction juste très intelligente pour aller chercher un gars qui a vécu ses meilleures années à Montréal. Pourrait redynamiser le quatrième trio. Par la suite, on a appris que on a perdu Kenny Agostino aux Devils. Ben, c'est ça. C'est une grande perte, un joueur que j'appréciais particulièrement. Ouais. Puis là, on vient d'apprendre, deuxième coup dur de la journée, que Michael Chaput s'en va au balotage. Dans la liste des joueurs aussi marquants que Chris Campoli, Michael Chaput va se retrouver là. Il n'a pas marqué un seul but en 30 quelques parties cette année. Pas été très productif, mais très bon sans la rondelle, comme Claude Julien les aime bien. Les meilleurs, les meilleurs. Les meilleurs, oui. Et ensuite, une acquisition un petit peu bizarre, étant donné le contexte cette année, mais ça a coûté vraiment rien. Le Canadien a transigé un choix de 4e ronde aux Kings de Los Angeles contre un choix de 5e ronde et le vétéran Nate Thompson. Oui, monsieur. Un centre défensif qui a quand même 672 matchs derrière la cravate. Quand même un bon gabarit, 6'1", 207 livres, mais c'est vraiment un spécialiste du jeu défensif. Oui, j'aime bien Nate Thompson, on va le découvrir, mais pour l'avoir vu jouer, c'est un de mes joueurs que j'aime. Son forecheck, son échec avant est assez fatigant, merci. Là. C'est un gars qui va donner beaucoup de difficultés. Pour les séries. Ouais, pour vrai. Là, oui. Les mises au jeu à 53%, je pense que c'était très important aussi. Oui. Les Canadiens est une des pires équipes de la Ligue. Je pense qu'ils sont à 47% en ce moment. C'est clairement insuffisant en ce moment. Écoutez, ça n'a rien coûté, Nate Thompson. Je pense pas que ça peut être une mauvaise acquisition parce que ça n'a vraiment rien coûté. Encore là, je sais pas à quel point
il va mieux cadrer dans le système du Canadien en ce moment qui est axé sur la vitesse que, disons, Mathieu Péka, si on lui donnait des responsabilités assez claires. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais Nate Thompson n'a pas un vilain coup de patin non plus. Là. C'est un gars qui patine à fond de train avec une intensité assez. Mais si on le remarque quand il est sur la glace. Si on lui donne 2 ailiers rapides aussi, ça peut. Il y a ça. C'est comme Deslauriers, c'est un bon patineur aussi, donc c'est pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que peut-être pour le prochain match, il va être avec Dale Weiss et peut-être Mathieu Péka à gauche. Je ne sais pas s'il va mettre Péka ou Deslauriers. Je pense qu'il va avoir une certaine polyvalence pour s'adapter un petit peu à son adversaire. Je pense pas que, disons, contre Toronto, Nate Thompson aurait tant bien cadré dans le jeu, étant donné que c'était complètement super rapide. J'aurais plus mis, disons, une ligne avec Péka et Hudon. Par contre, c'est intéressant comme acquisition. Il manque de profondeur. Surtout qu'à Laval, il n'y a pas beaucoup d'options en attaque. On vient de perdre Byron Fraser, une autre grande perte. Et, oui, on a Karen pour le reste de l'année. Donc, pas beaucoup d'options. C'est pas une acquisition que je veux vraiment critiquer. Je trouve quand même que... Je me demande s'il n'y avait pas des meilleures options dans la Ligue. Encore là, il est à un coup de balotage de se débarrasser. Alors, pas un grand risque. Non, c'est sûr, mais on se ramasse avec un 4e trio intéressant, même si on parle seulement d'un 4e trio, mais comme on s'enligne vers les séries éliminatoires, on sait à quel point un 4e trio, de temps en temps, peut s'avérer être la bougie d'étincelle, comme on dit, que tu as besoin, mais avec un Deslauriers, un Nate Thompson, puis un Dale Weiss comme 4e trio, tu te ramasses avec un trio que tu n'auras pas peur d'envoyer dans la mêlée, là, même dans des matchs serrés. J'espère juste que... vas-y. J'allais juste dire, j'espère que ça fera pas comme il y a quelques années quand on était allé chercher Dwight King et Martinson et ce qui avait été une catastrophe. Là, tu parles d'un Dwight King qu'on s'est entêté à faire jouer sur des trios un peu plus élevés que le 4e trio. Mais là, on s'entend que c'est des moves, là, que c'est des échanges qui ont été vraiment seulement... qui ont servi au 4e trio, puis c'est tout, là. J'espère. Oui. Ça a été un petit peu la spécialisation du Canadien la spécialité du Canadien depuis quelques années d'avoir un excellent 4e trio. C'est pas vraiment la meilleure spécialité, mais c'est quand même une stabilité à travers les années, malgré les années de médiocrité depuis 25 ans. Oui. Et là, cette année, le 4e trio se cherche particulièrement. Si on peut aller chercher un peu de stabilité, je pense que ça aura un effet positif sur l'ensemble de l'alignement. Ben c'est ça. Ce qui nous amène justement en termes de stabilité le cas Charles Hudon. Donc, que toi, tu es un grand fan. Moi, je le suis, en fait, depuis ses débuts dans le junior. En fait, depuis le championnat canadien, pas le championnat international junior, il avait représenté le Canada. J'avais un bon feeling sur Charles Hudon. Depuis ce temps-là, la route a été longue. Et l'an dernier, avec une récolte quand même de 30 points en 72 matchs, je pensais qu'il y avait un poste acquis avec le Canadien. Mais on dirait que Charles Hudon ne cadre pas dans les standards de Claude Julien. C'est un joueur un petit peu comme un petit peu à la manière de Kenny Agostino, de Chris Terry, qui est trop fort pour la AHL et qui n'est pas capable de s'établir offensivement dans la LNH. Ouais. Toutefois, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu une chance réelle dans le top 6 ou dans le top 9 de s'illustrer sur un trio qui ne changeait pas à chaque match. On sait que récemment, il y a quelques blessures. On aurait pu l'essayer plusieurs parties avec, disons, Domi et Tatar. Ouais. On a préféré Andrew Shaw, qui fait bien récemment, mais j'ai l'impression que c'est un certain gaspillage avec Hudon, parce qu'il y a vraiment un talent offensif, puis il y a une certaine hargne. Il joue avec beaucoup de cœur. Je pense que ça serait la meilleure décision pour sa carrière personnelle de l'échanger. Mais du côté du Canadien, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le sacrifier pour un choix de 4e ronde? J'ai pas l'impression. Moi, je trouve que là-dessus, t'as des bons points. Puis on dirait que Charles Hudon, c'est le genre de gars que si on lui avait donné le feu vert, qu'on l'avait installé sur un 3e trio, puis de temps en temps un 2e, puis tu sais, lui dire, OK, vas-y, là, lâche-toi lousse, puis c'est pas grave, là, les erreurs ou quoi que ce soit, on va te donner un échantillon qui va être plus large qu'une moitié de saison, là, tu sais. On lui a pas donné, comme tu dis, une vraie chance puis une tape dans le dos pour dire vas-y, là, c'est pas grave, fais-en des revirements ou quelque chose qui peut arriver. Étale-toi offensivement parce que c'est ça sa spécialité. Il y a un bon lancer, il y a des bons flashs, il y a une bonne vitesse. J'ai plus l'impression, Charlie, qu'il a eu sa chance, qu'il l'a juste pas prise. Tu sais, les moments où il y a eu justement ses chances sur le 3e. Oui, mais on le sait parce que souvent, on essaie de faire des prototypes avec certains joueurs. Puis là, ben, c'est là que tu deviens. Il y a un bon lancer, il l'utilise pas. Exactement. Mais il a peur de faire des erreurs. Il y a un manque de confiance en lui. C'est ça. Par rapport à la Ligue nationale. Il y a eu de la misère à s'établir à cause de ça. On le voit en entrevue de Charles Hudon. Ouais, vas-y, Félix.
Ben, c'est clair que les décisions de Claude Julien de le changer de trio à chaque match, ça ne doit pas aider avec sa confiance parce que moi, je me rappelle le match contre Boston il y a 2 mois, il avait établi le record de concessions pour le plus de mise en échec en un match. Ouais. Je pense que c'était 13. Exact. Puis après le match, il avait joué une super bonne partie. Après le match, Claude Julien a même pas critiqué la performance de Hudon. Il a dit c'est pas ça que je lui demande, je veux qu'il génère de l'attaque. À la fin, tu joues tellement à la tête du gars que écoute, c'est sûr, il y a des choses que il y a des choses qu'on sait pas là, qu'on ignore comme mais quand tu vois Charles Hudon se présenter devant les micros, les médias, tu peux sentir que le gars il est pas super à l'aise. C'est quelqu'un qui a besoin là, d'encouragement peut-être pour se sentir peut-être plus important. Je pense que c'est comme tu dis, c'est pas un bon match entre Claude Julien et Charles Hudon. Ça, c'est sûr et certain. En plus, j'ai pas l'impression que ça a déjà été un gars qui était vraiment sur le party ou qui était discipliné. C'est un père de 2 enfants à 24 ans. C'est un gars que, en tant que petit joueur, il a dû travailler très fort pour se rendre là. Moi, je pense que même le fait qu'il a été choisi en 5e ronde par le Canadien, ça fait qu'il n'y a pas un statut nécessairement... Il n'y a jamais eu de privilège dans l'organisation, contrairement à des gars comme Sherbak et McCarron qui ont eu plusieurs chances. Ça, c'est vrai, justement. Juste à cause de leur rang de sélection. Là. Les équipes sont souvent têtues à cause... Ils veulent défendre leur sélection. Ça, on peut comprendre ça. Mais Hudon, je pense qu'il a plus de talent qu'un Nikita Sherbak ou qu'un McCarron. Ben oui, vraiment. Il aurait mérité une chance égale. Ben c'est ça. Si jamais il se retrouve avec une équipe qui aspire pas aux séries éliminatoires puis décide d'en faire un projet puis donner un peu de temps d'avantage numérique puis un peu plus de liberté là, sur un deuxième trio, d'après moi, ça pourrait donner de très bons résultats si ce gars-là, avec l'expérience qu'il a maintenant dans la Ligue nationale de hockey, de se faire donner une tape dans le dos et de dire « Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire jusqu'à la fin de la saison. » D'après moi, se sentir important, pour lui, ça pourrait vraiment lui donner des ailes puis on pourrait découvrir le joueur offensif qui peut le devenir, justement. Toute proportion gardée, là, on s'entend. Ouais. Là. Est-ce que c'est le même genre de joueur que Martin Saint-Louis qui a juste besoin de... Exact. Avoir sa chance. Je ne dis pas qu'il va devenir Martin Saint-Louis. On s'entend que ce gars-là a de la vitesse. Ouais. On s'entend que ce gars-là a un bon tir. Puis justement, quand il veut s'impliquer, il est capable, il comprend, genre que même s'il doit donner... Il n'a pas les yeux du Rocket, tu comprends? Là? C'est ça, ouais. Il manque la drive. Je pense que c'est là le plus gros problème de... Ouais. Parce que souvent, les joueurs de plus petits gabarits, comme justement Martin Saint-Louis ou Johnny Gaudreau aussi, qui présentement est un des bons à plus petits gabarits, comme Olivier vient de le dire, ils ont le feu dans les yeux et dans les bottines aussi. C'est dans la détermination que ça se passe après. Là. Ou Gallagher aussi. Puis dans la confiance. Puis j'ai l'impression que, écoute, c'est peut-être justement... Ça serait dommage parce qu'on le perdrait, mais ça serait sur d'autres cieux qui pourraient peut-être justement s'épanouir puis arriver à ses fins finalement. Ouais. À moins qu'il y ait des anciennes blessures qui ont fait mal à son psychologique quand vient le temps de contourner un défenseur là, ou de faire l'extra. Parce que ça, on peut pas le savoir, là, mais sinon, écoute, selon toi, il va arriver quoi? Prédiction, Charles Hudon? Moi, j'ai l'impression qu'il va rester à Montréal. Les astres ne pointent pas vers ça. Mais je pense que, honnêtement, je préférerais l'avoir en cas de séries éliminatoires, comme juste en profondeur, comme 13e attaquant au pire, que de l'échanger pour un choix de 5e ronde. Surtout que le Canadien, en ce moment, là, ils sont à 12 choix au prochain repêchage, donc 4 choix de 5e ronde. Ben, c'est ça. T'as pas vraiment besoin d'un choix de 5e ronde. Exactement. OK, c'est bon. Ben, ce qui nous amène au trade deadline, date limite des transactions du Canadien. Tu as quelques idées. 2 semaines. Oui, mais il va se passer plusieurs choses d'ici là. Mais, ça va passer, c'est sûr. Vas-y, Félix. C'est à toi. Là-dessus, là, j'avais hâte de t'entendre. Là. C'est quoi qui va se passer selon toi? Ben, je vais pas y aller de prédiction parce que Marc Bergevin est l'humain le plus imprévisible sur la planète, je dirais. Oui. Donc, on peut pas... C'est clair que s'il va faire une transaction, ça va être le gars qu'on va pas s'entendre à ce qu'il aille chercher. Par contre, je peux faire des propositions. Je sais que Bergevin écoute les Chevaliers de la première ronde avec assiduité. Ben oui. Toutes les semaines. Il est fatigant, il n'arrête pas de nous envoyer des messages. Fait que Marc, si tu écoutes, tu devrais regarder les agents libres avec restriction à la fin de l'année. Là, je ne vais pas parler des gros noms comme Mitch Marner ou Nico Rantanen. On s'entend que ça coûterait la lune. Mais il y a 3 gars qui sont assez intéressants étant donné la position de l'équipe sous le plafond salarial. C'est les Capitals de Washington, les Stars de Dallas et les Blue Jackets de Columbus. D'abord, à Washington, il y a le jeune 24 ans, Andrei Burakovsky, ancien choix de première ronde en 2013. Lui a vraiment
peine à se développer avec les Capitals. En ce moment, il fait 3 millions de $. Il est agent libre à la fin de l'année. Cette année, seulement 7 buts et 15 points en 49 matchs. Mais c'est un gars qui a beaucoup de talent. Ouais. C'est un gars qui a pas tant la place de s'exprimer à Washington parce que il y a quand même beaucoup de congestion en attaque. Exact. Et c'est le genre de gars qui pourrait débloquer avec une chance, disons, sur un top 6 ou sur un top 9. Le Canadien a beaucoup de joueurs à l'attaque en ce moment qui peuvent jouer ce rôle-là. Mais dans le cas où on pourrait échanger, par exemple, un Charles Hudon avec un choix au repêchage pour aller le chercher, je pense que ça pourrait valoir la peine parce que c'est un gars qui a beaucoup de talent, qui a des excellentes mains, qui est assez gros quand même, 6'3", 200 livres. Oh, oui, vraiment. J'ai pas l'impression qu'il aspire à aller en KHL ou que sa carrière va finir de sitôt. Alors, moi, je regarderais vers là. Excellent choix. C'est pas si cher. Non, c'est ça. Ensuite, oui. Je ne veux pas m'éterniser. 2 défenseurs intéressants. Le premier, les deux, c'est des options qui coûteraient assez cher, mais qui seraient quand même intéressantes. À Dallas, il y a Essa Lindell, qui joue sur la première paire des Stars avec John Klingberg. Oui. Il a quand même 23 points en 55 matchs. C'est un défenseur qui est très, très solide dans sa zone. 6 pieds 3, 215 livres, c'est pas un patineur exceptionnel, mais c'est un gars qui pourrait très bien jouer avec Weber. Puis pour plusieurs années, si les Canadiens sont prêts à lui offrir un contrat à long terme. Exact. Les Stars n'ont pas tant de place sous le plafond. Même si Jason Spezza va être échangé cette année, ça pourrait être le genre de transaction qu'il serait tenté de faire, étant donné que le propriétaire en ce moment est en train de... Oui. Je sais pas c'est quoi son objectif, là, mais il a critiqué ses joueurs clés, Denis Ben et Tyler Seguin. Il pourrait essayer de se refaire peau neuve à Dallas. Mais Félix, tu serais prêt à donner quoi pour un joueur comme ça? Là, parce qu'il faut donner beaucoup, là, mais moi, je pense que ça vaut la peine. Mais est-ce qu'on parle de gros noms là, ou de... Oui. Écoute, les Stars ont quand même une bonne profondeur en défense. Oui. Donc, la transaction pourrait commencer par le Canadien qui échange un espoir à la défense quand même. Un gars comme Kiel Fleury, par exemple, pourrait être intéressant pour les Stars. Mais il faudrait rajouter un joueur dans l'alignement du Canadien en ce moment dans le top 12. Oui. C'est difficile à juger ce que les Stars ont besoin, mais c'est clair que ça coûterait au moins un Arturi Lekonen, puis en plus de ça, ça coûterait un bon choix de repêchage. Exact. Ça serait vraiment pas donné. Par contre, ça pourrait vraiment corriger une lacune du Canadien à long terme. Ouais. C'est la même chose du côté de Ryan Murray à Columbus. Oui. On se rappelle Ryan Murray qui a été choisi en 2012, 2e au total. Finalement, c'était pas une si mauvaise sélection parce que c'était Yakupov avant, puis Galchenyuk après. Oui. Mais il se développe pas comme prévu. C'était supposé être le prochain défenseur de la concession des défenseurs de futur de Columbus. Mm-hmm. Il y a une bonne saison cette année, 25 points en 52 matchs, puis les Blue Jackets vont faire les séries, fait que c'est peut-être plus une transaction qui pourrait s'effectuer au repêchage. Mais c'est un gars qui a été souvent relié au Canadien dans les rumeurs et qui serait vraiment le partenaire parfait à chez Weber. Il n'est pas devenu un défenseur numéro 1 comme prévu, mais c'est un bon 3e ou 4e défenseur qui, jumelé à Weber, pourrait être un bon 2e défenseur. Alors, encore là, les Blue Jackets n'ont pas beaucoup de place sur le plafond salarial, puis eux, ils ont les questions de Panarin et Bobrovsky à régler. C'est ça. Qui sait ce qui va arriver? Peut-être qu'ils vont rester avec Columbus, ces deux-là. Donc, je regarderais du côté de Panarin. De Murray. On peut regarder de Panarin aussi. Les deux défenseurs que tu as nommés, Félix, moi, je serais prêt à les surpayer, là, je veux dire, à payer en double en termes de prix d'échange parce que c'est vraiment une lacune. Puis on est dû pour un... surtout que tu vas chercher deux défenseurs, que tu nous as nommé des noms qui sont jeunes, qu'on va avoir pour un bout de temps. C'est pas comme si on dépensait un gros prix pour quelque chose qui va être là temporairement. Là, on parle d'un beau projet qui pourrait vraiment nous aider. Puis justement, les lacunes défensives chez le Canadien, ça nous en prendrait un numéro 2 d'avenir. Je serais prêt à donner un gros nom là, qui flash, là, tu sais. Donc, oui. Un Nick Suzuki. Là, oui, pour ces deux gars-là, je serais prêt à le faire. Pour Essa Lindell, je sais pas. Pour Ryan Murray, c'est quand même... c'est difficile à faire comme décision. Moi, je serais prêt à sacrifier un choix de première ronde sans équivoquement pour ces deux-là, plus un espoir. Ça serait vraiment des gars qui seraient là pour plusieurs années si les Canadiens réussissent à les mettre sous contrat. Sinon, un Canadien pourrait tenter de faire j'ai oublié le mot en français, mais une offer sheet cet été. Ouais.
si on veut sont dans une position difficile, c'est vraiment les offres hostiles, c'est ce que je cherchais. Mais là tu vas te ramasser à dos tout le monde, puis les GM vont commencer à être unfriendly sur Facebook, puis là, ben, tu te ramasses que personne n'a tes affaires. Ben oui. C'est mal vu, mais tous les coups sont permis à l'ailleurs. Et voilà. Finalement, la dernière équipe que je regarderais, ça serait vraiment pour la date limite des transactions, c'est les Flyers de Philadelphie. OK. Les Flyers qui ont le vent dans les voiles grâce au jeune Carter Hart, qui brise des records. Oui. Ben, ils ont plusieurs situations à régler, notamment Wayne Simmons qui va être agent libre à la fin de l'année, de même que Travis Konechny, Ivan Provorov et Travis Sanheim ici en défense, c'est 2 défenseurs d'avenir. Donc, ils ont plusieurs contrats à régler. Puis, en ce moment, ils ont vraiment pas beaucoup de... Ils ont à peu près... Bon, il y a encore un 8 millions sous le plafond. Ils vont avoir besoin de plus d'argent, par contre, cet été. Et eux, ils ont des mauvais contrats à échanger. Je pense rapidement à Andrew McDonald, qui a encore 5 millions pour une autre saison. Il y a aussi Yori Lettera, qui est agent libre à la fin de l'année. C'est vraiment des gars qui pourraient... McDonald, particulièrement, c'est un contrat que le Canadien pourrait absorber sans problème. Quitte à le faire jouer avec Laval. On sait que McDonald, il a joué un petit peu dans les rangs dans la Ligue américaine l'an dernier. Donc, c'est un gars que j'hésiterais pas à aller chercher. Si c'est pour aller chercher un choix de deuxième ronde ou un bon espoir, je sais que les Flyers ont essayé de s'en départir pour longtemps. Le Canadien a de la place. Si Bergevin veut faire d'autres transactions dans le même genre que celle de Yoel Armia, qui a été excellent récemment avec le Canadien, moi, j'ai dit, vas-y, mon gars, Marc Bergevin, des transactions de ce genre-là. Alors, absorbe des gros contrats, et je vais être content. Excellent, Félix. Sur ces bons conseils, on espère que Marc Bergevin va écouter un de ceux-là. C'est sûr. Puis merci d'avoir pris de ton précieux temps pour nous. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Ça fait plaisir. C'était de très bons conseils. Alors, merci. Merci beaucoup, Félix. Et on se reparle très bientôt. Salut. Bonne soirée. Bye. Salut. Alors, c'était Félix Desjardins, toujours aussi pertinent. Oui. On devrait l'inviter à tout. Il devrait prendre ma place, Félix. Non, quand même pas. Toi, tu fournais la bière, hein? Puis justement, en parlant de bière, c'est le temps d'ouvrir la deuxième. On n'était pas synchro, mais là, on avait soif. Donc, on s'en est comme sacré un peu. Moi, je m'en sac à toutes les semaines. On passe maintenant à la chronique de Charles, qui va nous parler de cette semaine. Surprise, c'était en fin de semaine. Oui. Le début de la saison de la Alliance of American Football, ou si vous cherchez sur Facebook, The Alliance. The Alliance, cette nouvelle ligue de football fondée par Bill Polian et Charlie Ebersol. Polian, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Il a été longtemps impliqué dans la NFL, dans des postes de direction, entre autres avec les Bills, les Panthers, mais surtout avec les Colts comme président. Embauché en 98 par les Colts, il a eu son mot à dire dans la sélection de Peyton Manning au lieu de Ryan Leaf. C'était quand même une très bonne décision. Très bonne décision, en effet. Et un autre bon coup aussi, ça a été d'embaucher Tony Dungy comme entraîneur en 2002. Tandis que Charlie Ebersol, lui, c'est un jeune producteur de télévision dans la jeune trentaine qui a produit différents documentaires, entre autres sur le football, et aussi fait... disons, la chronique mondaine de la semaine. Il y a aussi daté Maria Sharapova et Britney Spears. Wow, OK. Le palmarès, c'est là. Dans la même semaine. Non, mais dans une période assez courte entre 2014 et 2016. On parle de qualité. Le charme de l'argent. Hein? On peut s'attendre à un produit de qualité. Donc, la haute, l'élite. Ça reste à voir. Mais là, comparativement à la XFL, là, on parle de quoi? C'est un peu le même... la XFL, ça commence pas tout de suite, donc c'est difficile à dire. Tandis que là, il y a des matchs qui se sont joués en fin de semaine. Et puis c'est ça, c'est un peu là-dessus que je veux c'est un peu qu'est-ce que c'est, dans le fond, la Alliance of American Football. Au niveau de l'administration de la Ligue, on s'est donné... les moyens de réussir et on a embauché plusieurs noms connus dans le monde du football, entre autres Troy Polamalu qui est responsable des relations avec les joueurs, Heinz Ward aussi dans des Steelers et chef du développement des opérations football, et on retrouve aussi Jared Allen et Justin Tuck aussi, entre autres, dans la direction de la Ligue. La Ligue qui va jouer ses matchs, c'est ça, présentement, là, dans le fond. Ça va commencer une semaine après le Super Bowl. Il y a 8 équipes qui sont dispersées un peu partout dans le sud des États-Unis. On va y revenir. La saison va se terminer à la fin avril. D'ailleurs, la finale est prévue le 27 en terrain neutre à Las Vegas. Et on joue toujours 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche.
Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée de placer le calendrier à ce moment-ci dans l'année parce que à ce moment-ci, la NFL et la NCAA ont cessé leurs activités, donc il n'y a pas de football, il n'y a pas de compétition. Puis aussi, l'objectif, c'est pas de compétitionner la NFL, mais plutôt d'y être complémentaire et de travailler en partenariat. Puis entre autres, les matchs sont diffusés sur le NFL Network et CBS. OK, donc comme un genre de ligue américaine, si on veut. Oui, c'est ça. Ce qu'ils tentent de faire, dans le fond. Exact. La ligue est divisée en 2 conférences, Est-Ouest. Quelle originalité. Oui, quand même. Géographique, sérieusement. Wow. Oui. C'est bien pensé. Comme je disais, il y a 8 équipes, mais les 8 équipes appartiennent à la ligue. Au lieu d'être des propriétaires indépendants. Mais on a nommé un état-major pour chacune des équipes, donc directeur général, recruteur, équipe d'entraîneur. Il y a 52 joueurs par équipe. Et à l'exception des carrières qui, eux, ont participé à un camp de sélection, les joueurs ont été dispersés en fonction soit de leur lieu de résidence ou l'université auquel ils jouaient. Tout ça, dans le fond, l'idée, c'était de créer un sentiment d'appartenance à l'équipe parce qu'on sait dans la NCAA, souvent les joueurs au niveau local, c'est des vedettes. C'est pas parce qu'ils font pas la NFL qu'ils sont pas connus. Donc l'idée, c'était un peu de créer un certain intérêt pour la Ligue. Donc, les équipes dans l'Est, il y a les Legions d'Atlanta. Je vais vous donner quelques faits par rapport à chaque équipe. Les Legions d'Atlanta. Comme carrière, ils ont embauché Matt Sims, qui a déjà été associé aux Jets, aux Bills et aux Falcons, mais il a aussi le mérite d'être le fils de Phil Sims. Ben là, c'est ça, hein, rendu là. Oui, c'est ça. Ben oui. Comme entraîneur, au départ, ça devait être Brad Childress, qui a déjà été entraîneur des Vikings, mais finalement, il a décidé de passer son tour. Et là, on a nommé un ex-coordonnateur défensif, d'entre autres de Louisiana State et des Dolphins, Kevin Coyle. Mais la plus grande vedette de l'équipe est sans contredit Michael Vick, qui agit comme coordonnateur à l'attaque. OK, coordonnateur à l'attaque. C'est... L'attaque au chien ou l'attaque au... à l'attaque, c'est pas... Ça, c'est pas gentil. C'est l'attaque. Là, on l'aime, notre Michael Vick. Ben, peut-être, je sais pas. Il frappait des chiens, j'aime pas ça. Non, il les frappait pas, il les faisait se frapper. Ah, c'est le temps des petits perruches. Ils sont pas d'accord. Ils sont d'accord avec Olivier. Ben, ça, c'est... Non, avec Michael Vick. Ils ont peur. Ils ont eu peur. Ils veulent s'envoler, là. On va mettre la hausse à la cage, là. Ils ont eu peur de se faire attaquer non, par ça le fait chien. pas les petites, là. Michael Vick n'est pas dans le studio, là. Bon, OK. La deuxième équipe, c'est les Iron de Birmingham, en Alabama. Oh, quand même. L'entraîneur Tim Lewis, un ancien coordonnateur défensif des Steelers et des Giants. C'est sa première expérience comme coach en chef. Et aussi, dans cette équipe, on retrouve aussi l'ex-choix de première ronde des Browns de Cleveland en 2012. Tim Couch. Non. Tim Couch, c'est beaucoup avant Oui, ça. je sais, mais c'est toujours Tim Couch. Troisième au total, c'est Trent Richardson, qui avait entre C'est le autres... cousin de Tim Couch. Bon, même pas, peut-être. Ah, OK, même pas. Je sais pas. Couch partout. Mais tout ça, Trent Richardson n'a jamais vraiment réussi à s'établir dans la NFL. Même en 2017, il était porteur de ballon avec les Rough Riders de Saskatchewan. Oui, justement. Est-ce que c'est dans la Alliance que ça va débloquer? Puis il a sorti avec une fille qui a déjà couché avec Tim Couch. Peut-être. Peut-être. Ah, c'est tout est relié avec Tim Couch. Probablement. OK, mais donc là, il a été porteur de ballon et là, on revient aux anciennes amours de... C'est ça. Non, c'est bien. En Alabama. En Alabama. Pourquoi pas? Ouais, mais il habite dans ce coin-là. Là. J'imagine. C'est selon ce qu'on a essayé de faire. Exactement. La troisième équipe dans l'Est, l'Express de Memphis. L'Express de Memphis. Oui, exactement. À date, les noms... les noms, c'est... Puis même puis les uniformes, il y en a qui sont pas réussis, d'autres que c'est... On s'est pas cassé la tête. Hein, là-dessus, là, l'Express, les Gin... C'est les Iron. Les Iron. Oui, attendez de voir la prochaine après l'Express. Ah, ça s'en vient. Ah, hein? oui, ça c'est comme les chansons commerciales. C'est tout le temps comme les 15 mêmes paroles qui reviennent. Là, baby, baby, love you, love, baby, love you. C'est Let it go. Oui. Ça t'as-tu les Let it go de quelque chose, non? Non, peut-être qu'il y a une expansion, par contre. Ah, ça s'en vient, les Let it go. Comme entraîneur, l'Express ont un nom assez connu dans le monde du football. Mike Singletary, qui a déjà été entraîneur des 49ers et aussi coordonnateur défensif des Rams. On retrouve aussi un Canadien qui est l'entraîneur des demi-défensifs, Oji Atogwo, qui est un Canadien de Windsor qui avait déjà joué pour les Rams et les Redskins. Et on a probablement aussi le plus gros nom en termes de corps arrière. Attention. Et là, le plus gros nom, on le demande guillemets. Là. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Christian Hackenberg. Hackenberg. Un choix de deuxième ronde des Jets en 2016. Quand même, deuxième ronde, on voyait un potentiel. Oui. Il a seulement joué un peu dans des matchs pré-saison en 2016 et 2017, mais il n'a jamais vu le terrain en match régulier.
Si t'as pas vu le match régulier avec les Jets, parce que... Ça coûte cher les billets quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est quand il n'y a même pas les moyens de l'asseoir dans les estrades, tu sais, tu me rends compte. Il a été associé aux Raiders, aux Eagles et aux Bengals aussi. Et finalement, c'est pas été mieux dans la AAF. C'était début en fin de semaine pour... c'était lamentable. 10 en 23 pour 87 verges. Et par moment, je pense qu'il a oublié qu'il portait un micro et on l'a entendu sacrer à profusion pendant le match. Là, ça s'appelle Jette l'éponge. Oui, exactement. Jette l'éponge. J'adore ça, les mics. C'est merveilleux. Oui. La prochaine équipe, je vous disais que c'était... Attention... Les Apollos d'Orlando. Les Apollos d'Orlando. Wow, j'imagine déjà le logo, hein? Phallucien dans le style, je sais pas, là. Non. Ça va pas être très beau, là, hein? Non. Ça m'excite pas, comme entraîneur, un autre nom aussi assez connu, Steve Spurrier, qui a été 2 ans entraîneur des Redskins, mais aussi il a passé 11 ans à Florida State où il a gagné, un championnat, pas 11, un championnat national. Il a été aussi 10 ans entraîneur de North Carolina. Donc, quelqu'un qui a une impressionnante fiche de route. Dans l'Ouest, maintenant, attention, un autre nom très original, les Hot Shots de l'Arizona. On était rendu là. Les Hot Shots, j'aurais pu le caler, celle-là. Honnêtement, j'aurais pu te dire les prochains, c'est sûrement les Hot Shots. On se croirait dans un vieux jeu Nintendo là, qui a essayé de faire des noms. Là. Oui, c'est exactement. Ils n'ont pas eu les droits, fait que c'est... J'ai pas vraiment remarqué rien de particulièrement intéressant au niveau du staff des Hot Shots. La seule chose, le nom qui m'a dit un peu quelque chose, c'était le batteur Nick Folk, qui a joué 10 saisons dans la NFL et qui a participé au Pro Bowl en 2007. Bon. Un batteur. Ben là, une légende est née. Voilà. Légende est née. 2007, une légende en déclin, même. Une légende presque éteinte. Oui, c'est ça. Il en reste plus gros dans le réservoir. Je vous dirais que le prochain nom, c'est peut-être celui qui est le plus normal de la gang. Là, c'est celui qu'on va acheter le chandail. Peut-être pas. Le chandail des Hot Shots? Non, des Stallions de Salt Lake City. Bon, les Stallions, ça t'en prend au moins une qui s'appelle les Stallions. Bon, OK, exactement. Ça, il y avait des noms dans le milieu, puis chacun leur tour, il y avait comme un choix de repêchage pour les noms d'équipe. Ça, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est la Ligue qui il n'y a pas de propriétaire, donc on a... Honnêtement, les Stallions. rendu là, c'est du recyclage, pas à peu près. Exactement. OK, donc, est-ce qu'on a une idole des jeunes? Non, idole des jeunes, non. Le seul nom qui me disait quelque chose, c'est le coach Dennis Erickson, qui a été entraîneur des Seahawks et des 49ers et beaucoup d'expérience dans la NCAA. On lui souhaite bonne chance. Un autre nom des plus original, les Commanders de San Antonio. Là, ça nous en prend un. Là, avec les Commanders, là, on a le complexe militaro-industriel qui vient d'embarquer. Là, ça va y aller au toast. Exactement. Oui, monsieur. On a embauché Mike Riley comme entraîneur-chef, qui était impliqué dans le coaching quand même depuis 1975. Et il a passé quand? 1975. OK, puis il est-tu en chaise roulante, là, ou quelque chose? Ou... Non, il avait l'air en forme. Encore capable? Il a commencé jeune, en fait. Tu sais en quelle année je suis né? Avant ça? C'est en 75. Ah oui. Hey, écoute bien, là. Mais non, mais en fait, je pense il est dans le milieu de la soixantaine. C'est que lui, il a commencé tout de suite le coaching après l'université. Il n'a pas eu une carrière. Ta retraite, va à la pêche, c'est Dieu fini. OK, il s'accroche. Ben oui, c'est ça. Il a déjà été entraîneur-chef des Blue Bombers de Winnipeg à la fin des années 80 et aussi pour les Chargers. Et dernière équipe, et non la moindre, la 8e. Ben oui, attention. Les Fleet de San Diego. Les Fleet, ça, c'est le pire, finalement. Oui. Hein? Moi, mon équipe, c'est les Fleet. Les Fleet. Ah non, j'aime pas ça du tout. Non. Les Fleet disputent d'ailleurs leurs matchs locaux dans le... Attention, San Diego County Credit Union Stadium. Ils n'ont rien pour eux autres, là. En fait, oui. OK. C'est juste à changer de nom. En fait, c'est le Qualcomm Stadium où est-ce que les Chargers jouaient avant de déménager. Oui. Donc, ça coule dans les douches ou dans le vestiaire. Et le Fleet, malgré son nom extraordinaire, possède probablement l'entraîneur le plus connu de la gang. Attention. Mike Martz. Qui était entraîneur des Rams et aussi un excellent coordonnateur à l'attaque là, pour les Rams, les Lions, les 49ers et les Bears. Récemment, il travaillait pour le développement des joueurs non repêchés, là, ceux qui finissaient la NCAA qui n'était pas repêché. Donc, c'est ce qu'il faisait récemment. Quelques règlements intéressants par rapport au jeu.
j'ai regardé ça un peu samedi soir, entre autres, le match. Hein. On réinvente pas le jeu du football. On joue sur un terrain normal. C'est pas comme la Ligue canadienne ou le terrain plus grand. On joue sur un terrain aux dimensions américaines. Mais on a fait des modifications, surtout pour raccourcir la durée des matchs. On vise environ 2h30. Et c'est le cas, c'est du jeu beaucoup plus rapide. Il y a moins de pauses publicitaires. Exemple, quand il y a un changement de possession, il y a une publicité. Ça dure 30 secondes. C'est juste le temps que les joueurs changent... dans le fond de... Ouais, mais là, écoute, en même temps, faut pas ils peuvent pas se permettre d'accoter la NFL en termes de publicité, là, parce qu'il y a personne qui va regarder ça. Non, c'est ça, exactement. C'est le cadran de jeu dure 35 secondes au lieu de 40, donc ça accélère aussi le rythme. Il n'y a pas de bottée d'envoi et il n'y a pas de transformation d'un point après les touchés. Les équipes doivent absolument y aller pour 2. En défensive, il n'y a pas le droit d'avoir plus que 5 joueurs qui vont mettre de la pression. Et les joueurs... Comptes-tu des bateaux avec ça ou... Non. Un bateau, 2 bateaux. Non, mais par contre... Non, mais c'est pour savoir, je sais pas, je m'informe. Je vais donner une chance. C'est pas parce qu'on a un club qui s'appelle les Hot Shots que ça les va être Hot Shots, les Fleas, les Commanders, on le voit venir. Là, la pression peut pas venir aussi de plus large que 2 verges à l'extérieur des plaqueurs. Donc, on peut pas faire blitzer un demi de coin, entre autres. Là. OK, c'est bien ça. C'est bon, ça évite les contacts. Quoi qu'il y ait une carrière, vous en parlerez au carrière, justement, des Fleets de San Diego qui s'est fait claquer, popper le casse envolé et tout. Oh, wow, OK, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. L'autre truc qui est vraiment intéressant aussi, les équipes n'ont pas le droit de faire un botté court après un toucher. L'idée, c'est que si tu veux reprendre le ballon, il faut que tu y ailles avec ce qu'on appelle un onside conversion. C'est-à-dire, il faut que tu fasses... C'est comme s'il fallait que tu transformes un 4e et 12 à ta propre ligne de 28. Oui, OK. Fait que c'est high risk, high reward, là, comme on dit. Puis le jeu n'est pas permis quand si l'équipe perd par plus que 17 points, c'est-à-dire 3 possessions, ou dans les 5 dernières minutes du match, là, tu peux y aller sans problème. Pour ce qui est de la prolongation aussi, on a beaucoup critiqué la NFL récemment par rapport aux prolongations. Oui. En saison régulière, on met le ballon à la ligne de 10 et on a 4 essais pour marquer un touché. Si on réussit, l'autre équipe a droit de réplique. C'est ça la logique aussi. Et si l'équipe marque aussi un touché, c'est une nulle. S'il n'y a pas touché, c'est une nulle. C'est un non-sens là, qu'en prolongation, tu as une équipe qui n'a pas sa chance après sur un flip coin. Oui, c'est ça. Exactement. Puis en série, on va répéter la séquence jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Mais en saison, ils peuvent... Ça pourrait finir jamais. Là. Tu vas avoir de la ligne de 10, tu as 4 essais pour faire un toucher, sacrément. Ah oui. Là, c'est ça. Mais en même temps, tu vends de la bière. C'est ça. Oui, regarde, tout est dans tout. Mais en série, c'est ça. Un dernier petit truc avant de mettre fin à cette chronique, les conditions de travail des joueurs. Oh, attention. En fait, les joueurs tous les joueurs ont signé des contrats de 3 ans pour 250 000. Donc, 70 000 la première année, 80 la deuxième et 100 000. Et ils ont toujours l'option de quitter le contrat s'ils ont une offre pour se joindre à une équipe de la NFL. Ah, oui, parce que c'est quand même une belle vitrine, mais sinon, c'est... S'ils ont une offre pour se joindre à Chick-fil-A ou... Ah, ben ça, non, c'est pas... en fait, ils peuvent quitter le football. Ils peuvent quitter le football. Mais ils pourraient pas, par exemple, ils peuvent pas s'en venir dans la Ligue canadienne, par exemple. Gérant au Home Depot, là, quelque chose. Ouais, ça, s'ils veulent. Dans la cuisine chez Chick-fil-A, non, ça va pas. Mais... Puis il y a aussi un système de bonus pour les performances de l'équipe individuelle et aussi de l'engagement des fans envers le joueur. Donc, il va y avoir des moyens de voter, puis le joueur va pouvoir gagner plus, et en tout cas... Puis... Comme la voix du téléphone pour savoir qui c'est un peu. J'en ai aucune idée. J'ai vu. Cheerleaders. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'en ai pas vu. Fanfare, cheerleaders. Tu nous parles tout ce temps-là pour arriver à la fin et nous dire qu'il n'y a pas de cheerleaders. J'en ai pas vu. J'oserais pas dire que j'ai pas regardé les 4 matchs. Là. Non, c'est ça. OK. Non, mais honnêtement, mais c'est ça. Intéressant. Puis tout ça, rapidement aussi, il y a eu des matchs aussi en fin de semaine. Là, c'est ça. Hein? Les Commanders ont battu les Fleets 15-6. Les Hot Shots ont battu les Stallions 38-22. Ça, je l'avais dit que les Hot Shots gagnent. Les Hot Shots, c'est mon équipe. Par contre, dans l'Est, les équipes ont l'air moins bien balancées. Les Apollos ont gagné 40-6 et Birmingham a battu Memphis 26-0. Bon, c'est la première semaine, ça reste à voir. Oui. Comme je disais tantôt, les matchs sont diffusés à CBS, NFL Network et TNT. Entre autres, le match de samedi soir, on avait mis le paquet du côté de CBS. Parmi l'équipe de commentateurs, il y avait Kurt Warner, Tiki Barber et Trent Green. Et on a fait près de 3 millions de téléspectateurs.
Comme tu as dit tantôt, ils sont là au bon moment. Exact. Il y a un craving pour du football. C'est ça. Du côté des assistances, dans les chiffres que j'ai vus, ça tournait entre 17 500 et 28 000. Donc souvent, ça va jouer au niveau du contrat de télé. Exact. Puis l'idée, comme je disais tantôt aussi, c'est une ligue qui est faite pour devenir une vitrine pour les joueurs qui n'ont pas eu leur chance. Ouais. La saison va se terminer assez tôt que les joueurs vont être prêts si jamais ils ont une chance d'aller participer au camp d'entraînement de la NFL. On a embauché des entraîneurs d'expérience aussi qui vont pouvoir préparer les joueurs à devenir des joueurs de la NFL et aussi qui savent comment on structure une équipe dans le niveau professionnel de la NFL. Le spectacle n'est pas mauvais. Il y a de l'action. C'est du football. Ouais. Évidemment, il y avait vraiment un manque de cohésion. Les équipes ont eu qu'un match préparatoire avant le début de la saison. Donc, produit intéressant. Oui. Les matchs ont joué les samedis et dimanches. Je vous invite à acheter un œil. C'est intéressant. À suivre, comme on dit. Tu nous invites chez vous, là, avec des peanuts puis des bière? Oui, si tu veux. Parfait. J'ai le NFL Network. On va se faire un gros happening. Montre pas ce que tu fais samedi puis dimanche prochain. On débarque. Ouais, on va aller voir ça. On va se faire venir un chandail des Hot Shots. Des Hot Shots ou des Hopolos. Oh yeah. Les Hopolos, j'aime pas ça non plus. On va prendre les Commanders. Parfait. Ça en prend un pour les commander tous. C'est bien. Donc, on va maintenant passer à la chronique d'Olivier Daigneault. Oui. Et qui dit chronique de boxe, dit thème de boxe professionnel. Ah non, ça on parle de course à pied. Surprise. On m'avait pas prévenu qu'on revenait à la course à pied. Moi, j'avais abandonné le projet. On avait comme invité Félix, puis on sait comment Félix a beaucoup d'amour pour la course à pied. J'ai dit, je vais y préparer un petit quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Je pensais qu'il était pour être là aujourd'hui, mais là, on l'a appelé, mais je vais quand même faire sa chronique. Vas-y. Je vais vous parler aujourd'hui de Jessie Lacourse. Oui. Non, c'est pas une blague. Moi, là, elle s'appelle vraiment Jessie Lacourse. J'adore ça, là. Tu sais, quelqu'un qui s'appelle Jessie Lacourse. Ben, c'est ça. La course. C'est malade. Oui. Il y avait un lac couvé avec le Rocket à Laval. Oui, voilà. Ben oui, pourquoi pas. La course. Ah oui, c'est bien, oui. Jeune femme de Québec. Oui. Originaire de Québec, 22 ans, est en deuxième année à l'Université Laval. Oui. Étudie en éducation préscolaire et enseignement primaire. Athlète féminine par excellence du réseau sportif étudiant québécois en 2017-2018. Quand même, pas n'importe quoi. Il y avait des championnats au Boston University en fin de semaine. Oui. Record personnel pour Jessie. Et voilà. 9 minutes 16, 41 centièmes sur 3000 mètres. Ça, c'est 3 km. Quel accomplissement. 9 minutes. Ah, c'est impressionnant. On appelle ça courir. C'est un bon rythme, oui. C'est un record du Québec senior et U23, record du RESQ aussi, puis record du Rouge et Or en plus. Fait que là, on parle d'une belle grosse fin de semaine pour Madame Lacourse. Alors, encore une fois, j'adore ton nom, Jessie, c'est merveilleux. Jessie Lacourse. Alors voilà, c'était ma chronique pour la course. Très savoureux. Si vous voulez plus d'informations, lisez Daniel Lequin sur rds.ca. Qu'on aura un jour en studio dans le boudoir. On l'espère. C'est notre rêve, notre grand rêve. Tout notre entourage est sur le projet. Cela dit, pour ne pas dire code de shit. Code de shit. On va-tu mettre le calice de thème de boxe qu'on puisse parler de tape sur la gueule? Ouais, voilà. C'est parti. Là, j'avais le goût de me péter une canette sur la tête. Fait que là, il est à temps. Si je te dis Tank, Charlie, qu'est-ce que ça te dit? Tank Abbott. Tank Abbott. On est revenu avec Tank Abbott. Non. Ça ne tient pas de Tank Abbott? Oui, je m'en souviens, mais je pense pas qu'on est rendu là. On parle d'un autre Tank. Ah, ok, excusez. On parle de boxe. Fait que là, on parle de Tank. Non, ça vous dit rien du tout. Hein? Ben, moi, ça me donne juste le goût de caler. Frank the Tank? Non, je sais pas. Si je vous dis Floyd Mayweather, ça vous dit quelque chose? Floyd Mayweather est promoteur aussi. On le sait, là, il est en retraite. Là, il fait... il s'est battu au Japon contre un... Quand il y a le temps. Quand il y a le temps, un petit combat ici et là. Il est promoteur, entre autres. Puis il promote, comme dirait le fameux Régis Lévesque. Régis, oui. Un certain Gervonta Davis. Gervonta, c'est un tank, c'est son surnom, c'est pour ça. On l'appelle Tank. Le tank, OK. Mais c'est un tank, un petit tank. Tu sais, c'est des... 125 livres. Ça, c'est les pires. C'est les super poids plumes. C'est pas les poids plumes, c'est les super poids plumes. C'est 130. 130, Fait que 5 pieds 5, 130 livres. Tu sais, un tank, tu vois ça, 5 pieds 5, 130 livres, tu vas rire de lui, probablement. Y a-tu du sarcasme dans cette... Mais tu sais, 5 pieds 5, c'est quand même... C'est pas grand, hein? C'est comme 7 pouces de moins que moi. Tu sais, quand ton reach est dans le minus. Tu sais, quand ton reach est dans le minus, là. C'est comme je dis, tu dois se mettre frappé par en arrière dans ce temps-là. Rendu là, hein? Moins 4 de reach. Mais malheureusement pour nous, si on allait rire de Tank, je pense qu'on en mangerait une maudite. On l'a regretté. Oui. À la gang, en Transformer humain, on n'a aucune chance. Monsieur Tank a frappé 20 adversaires au plancher en 21 victoires, en 21 combats. Ouais.
Alors, quand ça frappe, tu sais, sur les super poids plumes, là, des ratios de KO comme ceux-là, c'est impressionnant. Ouais, parce que c'est plus le genre de combat où les gars vont lancer genre 1800 coups de poing en 12 rounds, là, des affaires pas possibles. Là. Mais M. Davis, pas du tout. Non, ça assomme. On appelle ça un assommoir. C'est le battant en fin de semaine. Hugo Ruiz qui s'est battu là, pas plus tard que le mois dernier en sous-carte de Broner et Pacquiao. Il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé. Oui. Hugo Ruiz qui a fait 12 rounds ce soir-là, qui a remplacé à main levée Abder Maris qui était supposé se battre samedi avec Davis. Qui a un problème à l'œil, la rétine décollée. Tu sais, des affaires le fun. Oui, des affaires pas mal le fun. Fait que Ruiz a fait 12 rounds il y a un mois et accepte le combat contre le jeune prodige de 24 ans. Et puis, on s'est fait dégommer sincèrement en moins de 3 minutes. Perdu au premier round, un knockout, encore un. Oui. Ça me rappelle la semaine passée quand je parlais que... j'étais pas là. Michael Bisping, qui avait, après son combat contre GSP 3 semaines après, avait accepté d'affronter Kevin Gastelum, mais c'est jamais une bonne idée, ça. Non, c'est ça. T'es mieux de prendre un bon temps pour te reposer. Oui, surtout quand t'as fait 12 rounds. Et voilà. Fait que là, tu sais, Charles, tu me parlais d'un adversaire potentiel à Lomachenko. Oui, un. On en parle de plus en plus parce que c'est une catégorie de poids juste inférieure. Ouais. Fait que là, il y a de plus en plus de choses qui se disent. Quoi que Lomachenko, récemment, lui, normalement, il se battait à 135, mais il était monté à 140. Il était monté à 140, mais là, on parle il pourrait redescendre. Davis pourrait se rejoindre, monter à 135. Là. On en parle encore une fois, mais tu sais, on est peut-être pas rendu là, c'est peut-être pas... Mais il est pas jeune un peu, Davis, aussi? 24 ans, tout 24 ans, oui, c'est ça. Un jeune homme. Il y a moyen de rajouter quelques livres sur cette charpente de 5 pieds 5 pouces. Définitivement, manger un steak ou deux, et voilà. Ou on est rendu. Et puis... amène-le chez Five Guys. Ah oui. C'est simple comme ça. Bon, oui. À la banquise. C'est bon. Une bonne galvaude à la banquise. Ben oui. Voilà. Chez Marconi. C'est Marconi, là. Merci, des Charles. Bonnes protéines. Effectivement. Savoureuses. Mange tes crottes, petit gars. On parlait de prendre un repos bien mérité puis de prendre son temps avant de revenir. Il y a Simon Kane aussi qui a annoncé son retour. J'étais pas là. En tout cas, ils ont annoncé ça même si j'étais pas là. Je comprends pas comment ils ont pu. Là, c'est ça. Quel manque de classe. Un manque de respect qu'on appelle. Mais en tout cas, je vais passer l'éponge. Là. Ça va aller. Mon orgueil a été blessé un petit peu. Ils ont même pas mis un hologramme de toi, rien. Non, oui. J'étais pas là. Mais ça a l'air que Simon King cherchait la couverte de plaisir. Pour l'entrevue chaude là, que tu aimes faire avec eux autres. Ben oui, c'est bien, oui. On a un concept un peu spécial pour ce combat-là. Vous l'avez entendu parler? Oui, 2 gars-là. Comment ça, j'étais pas là? Vous en entendez parler de boxe quand même? On commence à s'y intéresser de plus en plus. Moi, je m'y suis toujours intéressé, mais j'ai un truc qui s'appelle Facebook. C'est bien ça. On m'envoie des trucs. On s'informe, c'est bien. Oui. Fait que là, on va l'expliquer pour ceux qui l'écoutaient, qui nous écoutent et qui savent pas. On fait 2 combats, 2 galas dans la même journée. Arslanbek Makhmoudov, le géant russe qui assomme tout ce qui se présente devant lui. Fais attention de pas te présenter devant lui, il t'assomme. Oui, c'était évité. Se bat à 12h30. C'est l'heure du lunch. Un petit lunch, un samedi après-midi, on va aller voir quelqu'un se faire descendre par un gros russe. Oui. Puis on passe la mop. Ça va être un gros Mexicain qui va l'affronter? C'est Gibson, si je me rappelle bien, j'ai pas... c'est pas un Mexicain. Gibson, ça serait surprenant. C'est un Américain, si je me trompe pas. Faudrait que j'aille vérifier dans mes notes. Là, tu me prends au début. Je m'excuse. Non, c'est l'entreclouche à découvert. C'est quand même un... Je pense qu'on va pouvoir dire qu'il va y avoir eu un vrai test pour Makhmoudov cet après-midi-là. Ouais. C'est quelqu'un qui a affronté d'autres boxeurs, qui a déjà vu d'autres choses. Là, fait que... Et puis Simon King qui va se battre en soirée, lui. Fait que, il va y avoir plusieurs... c'est un peu bizarre, le combat du matin. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, se battre au brunch... Ouais, c'est ça. Pas évident, là. Un mimosa puis une tape sur la gueule. Moi, après le brunch, là, ça me prend un bout avant d'être fonctionnel. Écoute. Et Avery Gibson, qui s'appelle 9 victoires, 7 défaites, 4 nuls, 3 KO pour Gibson. Écoute, on parle pas d'un vrai test. En tout cas, je penserais pas, là, mais on va espérer que ça va durer plus que 2 minutes, là. Ouais. Contrairement à tous les autres combats qui... ça va y en prendre un vrai moment donné, là, mais éventuellement. On attend. Puis, encore une fois, Simon King, qui après son fameux knockout en octobre dernier face à Dylan Carlman, va renouer avec l'action. Après avoir pris une bonne pause, après avoir rechargé les batteries, a repris l'entraînement et est affamé. Fait que le 16 mars,
Je vais être pogné toute la journée. Les enfants, papa sera journée, pas à la soir. maison. Tu pourras pas venir écouter The Alliance chez nous le soir. Non. Les enfants vont pas pouvoir avoir leur Kraft Dinner saucisse hot dog. Et colique. Ça sera pas le temps. Que vont-ils manger? Je le C'est sais ça pas. la question. Je le sais pas. Fait que c'était ça, là, ma T'as plus de notes? Mais non, désolé. OK, écoute, c'est très instructif, comme d'habitude. Et le temps nous pousse dans le coup, malheureusement. C'est ça qui arrive tout le temps. Juste assez pour vous dire qu'il faut absolument encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ. Là. Pour Ou la là. nouvelle fraîche 24 heures sur 24. Including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Et écoutez ce podcast, placez vos neurones à off et oubliez vos problèmes de la vie. Sac de chips, c'était à déconseiller. Moi, j'ai vu une bagarre dans un bingo pour personnes âgées. Ça, c'est dégueulasse. En Ontario. Ce qui se passe là. Puis j'ai vu également. Ça, sais-tu c'est quoi qui est arrivé? La oui. madame a pris sa chaise magique. C'est ça. Puis c'est la chaise magique, tu touches pas à ça. Et la bataille a pogné une Ça a pris la j'espère police. bien. Ça a pris la police pour les séparer. Ouais, mais le bingo, il y a de l'argent à faire là quand même. Oui. Au Mexique, il serait rentré avec des AK-47, il aurait tout dégommé là-dedans. Ouais, mais quand Ouais, elle enlève fini son le bingo. partiel, là, m'a te dire une affaire, là, ça mordille. Ouais, ça fait C'est pas mal. évident. Nouvellement mariée, il y a une femme qui a découvert que son mari avait un micro-pénis. Nouvellement Lors de mariée, de ça la va. lune de miel, il avait attendu jusque-là. Il se Quelle promenait avec déception. un cocombe tout ce temps-là. Je pense que oui, il y avait la fameuse technique du bas, là. Du bas, ouais. Du bas d'un culotte. Ah, le concombre anglais aussi, ça fonctionne. Oui, assez bien. concombre, ça a tendance à fonctionner. Alors, sac de chips, évitez cela. Parce que de toute façon, je vais vous faire un résumé à chaque semaine. Et voilà, c'est- Et donc, merci à Félix Desjardins d'avoir pris son précieux temps, parce qu'on sait qu'il est très occupé pour nous parler du CH. Merci à mes deux co-animateurs, Charles Buimel-Assière et Olivier Daigneault. Le plaisir a été pour nous deux. Surtout pour moi, là, Ouais, pas toi, le surtout, temps que ouais. je bois de la bière. Merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns. 94, ça a augmenté, ça, le compteur tourne. Du name dropping, ben écoute, on va dire shout-out à Kim Morel sans trop s'épivarder, Pascal Beauséjour et Pamela Baril. On vous salue. Merci de Bonjour, nous mesdames, écouter. messieurs. Ryan Rees et Brittany Larson. Brittany, évidemment. hi. Brittany. How are ya? Good luck for everything. Et oubliez pas, évidemment, d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack. Pump that shit up.